Bonjour à toutes et à tous, je suis le capitaine Ethanine et je vous souhaite la bienvenue à bord de mon bâtiment, le VURG Eldridge. Ce bâtiment a été mandaté par les plus hautes autorités pour répondre aux grandes questions de l'humanité, explorer les plus obscurs mystères et naviguer sur un océan d'étranges. Que vous soyez à bord par choix ou par hasard, j'espère que vous êtes aussi animés que moi par la soif de connaissance et la flamme de la découverte. Mais surtout, j'espère que vous partagerez ma fascination pour l'inexpliqué. Si c'est le cas, accrochez-vous et ouvrez votre esprit. Quelque chose me dit que nous nous lançons dans un long voyage. L'histoire commence sur la Barbade, une île de 430 km², entre les années 1810 et 1820. Si aujourd'hui il s'agit d'un État indépendant, elle était à l'époque une colonie britannique. Au sud de l'île se trouve le cimetière de Christchurch. C'est ici, vers la fin du XVIIIe siècle, que les Valeron, une famille riche de planteurs, fait construire un caveau qui va être la scène de bien étranges phénomènes. Selon Jerome Clark, un chercheur et écrivain américain spécialisé dans l'étude d'ovnis et de phénomènes paranormaux, l'histoire serait venue des anecdotes racontées par un certain Thomas H. Oderson, responsable de Christchurch au moment des événements. De façon plus certaine, les premiers récits de cette tragique affaire nous viennent de Sir James Edward Alexander, un militaire gradé de l'armée britannique, dans son livre Transatlantic Sketches Comprising Visits to the Most Interesting Scenes in North and South America and the West Indies, volume 2. Ayant fait partie de la Compagnie des Indes orientales entre 1820 et 1825, il aurait donc bien été en poste dans la région peu de temps après les incidents. Ces incidents, j'y viens justement. En 1807, une femme du nom de Thomasina Goddard fut enterrée dans le caveau de la famille Valeron, une riche famille de planteurs, c'est-à-dire des personnes exploitant une plantation, notamment, à l'époque, par le biais d'esclaves. Mais l'année suivante, le caveau fut cédé à la famille des Chase. Eux aussi étaient planteurs. Ils venaient de perdre leur fille de 2 ans, Marianne Chase. Après l'inhumation, la crypte fut fermée par une lourde dalle de 450 kg. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ le poids d'une petite voiture sans permis. 4 ans plus tard, en 1812, Dorcas Chase, la grande sœur de Marianne, mourut elle aussi et fut enterrée dans le caveau familial. À peine 1 mois plus tard, leur père, Thomas Chase, qui selon certaines rumeurs était un homme violent et tyrannique, surtout envers ses esclaves, décédait à son tour. Vous avez peut-être l'impression que le sort s'acharnait sur la famille, mais ce n'est rien en comparaison de ce que les esclaves découvrirent lorsqu'ils retirèrent la lourde dalle pour emmener M. Chase dans sa dernière demeure. Il serait ressorti terrifié, refusant obstinément de redescendre dans la crypte. Lorsque les membres de la famille, possiblement précédés par M. Oderson, allèrent voir, ils constatèrent que les lourds cercueils des 3 femmes avaient été déplacés. Lorsqu'on a ouvert le caveau pour y installer le cercueil du père, les gens ont été stupéfaits, pétrifiés de voir les cercueils des 2 petites filles complètement renversés, retournés, comme si on les avait projetés contre les murs. Celui des 2 jeunes filles avait été placé debout, tête en bas contre le mur. Quant à celui de Madame Goddard, il avait été placé contre l'une des parois du caveau. On les remit à leur place initiale, puis l'on déposa M. Chase auprès de ses filles avant de refermer le caveau. L'hypothèse d'un vandalisme, possiblement perpétré par des esclaves, fut avancée. Le problème restant que les cercueils des 2 jeunes filles étaient en plomb, et par conséquent étaient très lourds. De plus, la lourde dalle qui bloquait le caveau nécessitait environ une dizaine d'hommes pour être déplacés. Quoi qu'il en soit, c'est 4 ans plus tard, en 1816, que la crypte fut réouverte, lors du décès de Samuel Brewster Ames, puis pour celui de son père, quelques semaines plus tard. Là encore, les 2 fois, les cercueils furent retrouvés renversés. Cependant, ils n'avaient pas été ouverts et rien n'avait été volé. On peut même noter que lors de ce 2e enterrement, le premier cercueil, celui de Madame Goddard, n'avait pas été déplacé. Pourquoi est-ce que je précise ce détail?
Eh bien parce que ce cercueil est le seul qui soit en bois. Il est donc bien plus léger que les autres. À ce point-là de l'histoire, vous vous doutez bien que les autorités locales et la famille Chase commencent à se poser des questions. Ils remettent comme toujours les cercueils à leur place et vont inspecter la crypte. Ils cherchent d'éventuelles infiltrations d'eau, des traces de tremblements de terre, etc. Ils vérifieront également que la dalle ne peut être soulevée sans l'aide d'un système de poulies. Ils finiront par réaliser un croquis de l'agencement des éléments dans la crypte. N'ayant constaté aucune anomalie, ils finiront par ressortir et sceller la dalle. À partir de ce moment, l'histoire qui devait déjà avoir fait le tour de l'île commence à se répandre dans toutes les Antilles. Les rumeurs vont bon train, et on doit sûrement parler de malédiction ou de présence diabolique au cimetière de Christchurch. Et c'est donc sans surprise que pour le nouvel enterrement, qui eut lieu en juillet 1819, une foule de curieux se serait amassée pour voir de ses yeux le macabre spectacle. Cette fois-ci, on enterrait Thomasina Clark. Oui, encore une Thomasina. Apparemment, le prénom était assez courant à l'époque, mais on peut dire qu'il ne portait pas vraiment chance sur l'île de la Barbade. Toujours est-il qu'après que la dalle scellée ait été examinée avec soin par des représentants du gouvernement, et retirée non sans peine par les esclaves qui durent s'y reprendre à plusieurs fois en utilisant des outils, on trouva encore une fois le caveau dans le chaos le plus total. La tombe fut ouverte une nouvelle fois, inspectée en détail, à la recherche de traces et même de potentiels passages secrets. Mais ils ne trouvèrent rien qui ne puisse expliquer ces événements particulièrement étranges. Bien décidés à percer les secrets de la crypte, les officiers versèrent du sable blanc, très fin, dans l'entrée du caveau afin de récolter des traces d'un éventuel passage. La dalle fut une nouvelle fois scellée et les officiers marquèrent le ciment de leur sceau. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin de l'histoire. Un an plus tard, le caveau fut réouvert, sous les ordres du gouverneur de l'île, Lord Combermere. Les sceaux étaient en place, le sable ne comportait aucune trace, et pourtant le désordre régnait sur le caveau. Dans son livre, Sir James Edward Alexander écrira à quelque chose près. Chaque fois que le caveau a été ouvert, les cercueils ont été replacés dans la situation appropriée, c'est-à-dire 3 au sol, côte à côte, et les autres par-dessus ceux-ci. Le caveau a alors été régulièrement fermé. La porte, une pierre massive qui a nécessité 6 ou 7 hommes pour la déplacer, a été cimentée par des maçons. Et bien que le sol ait été fait de sable, il n'y avait aucune trace de pas ou d'eau. La dernière fois que le caveau a été ouvert date de 1819. Lord Combermere était alors présent, et les cercueils ont été retrouvés jetés de manière confuse dans le caveau, certains avec la tête vers le bas et d'autres vers le haut. Qu'est-ce qui pourrait avoir occasionné ce phénomène? Ceci ne s'est jamais produit dans aucun autre caveau de l'île. Était-ce un tremblement de terre qui l'a occasionné, ou les effets d'une inondation à l'intérieur du caveau? Si vous souhaitez vérifier par vous-même, ou tout simplement si vous souhaitez lire le livre, je mettrai le lien dans la description. Il est depuis longtemps tombé dans le domaine public, vous vous en doutez, et le passage que je viens de lire se situe à la page 162. Pour en finir une fois pour toutes, les cercueils auraient été transférés dans un autre cimetière, et plus aucune personne n'aurait jamais été enterrée dans le caveau. Voilà pour ce qui est de l'histoire qu'on se raconte le soir pour se faire peur, mais essayons ensemble d'aller un pas plus loin. Passons rapidement sur les explications. Il n'y a pas grand chose à dire. Les hypothèses de séisme et d'inondation proposées par l'écrivain ne semblent pas tenir la route, pour des raisons assez évidentes. L'histoire, quant à elle, semble bien démontrer qu'aucune supercherie humaine n'a pu être la cause de ce phénomène. En effet, des esclaves révoltés ou des farceurs, il aurait fallu se donner beaucoup de mal pour vandaliser les premiers cercueils. Et après que ceux-ci aient été scellés, non, disons-le franchement, à moins qu'Houdini n'ait décidé de faire peur à la famille, ça n'est pas très crédible. Jetons un œil du côté des théories dites surnaturelles. Le surnaturel est par définition inexplicable, mais tentons tout de même de rationaliser un peu le tout. On a parlé de malédiction, de diablerie. Si le caveau était maudit ou hanté, pourquoi les événements ne seraient-ils apparus qu'après l'enterrement de Marianne Chase, et pas avant? Et pourquoi aurait-il le plus souvent épargné le cercueil de Madame Goddard?
Pour ce qui est d'une malédiction familiale, rappelons que si le caveau n'a pas l'air de porter chance, il s'agit d'un lieu fait pour enterrer des gens. Rien d'étonnant alors à ce que son histoire soit jalonnée de cadavres. De plus, seulement 3 des 7 personnes enterrées étaient de la famille Chase. Alors quoi? Une malédiction partagée? L'autre possibilité qui revient souvent est qu'un des membres de la famille, possiblement Monsieur Chase, ait été maudit ou diabolique. Alors la question qu'on est en droit de se poser est: pourquoi les événements ont-ils cessé après le changement de cimetière? Vous l'aurez compris, les hypothèses paranormales ne semblent pas bien plus logiques que les explications scientifiques avancées à l'époque. Je vous invite fortement à toujours bien vous poser la question avant de parler de surnaturel, car inexpliqué ne veut pas dire paranormal. Et il suffit d'y réfléchir 5 minutes pour s'apercevoir que la réponse du surnaturel est souvent une réponse de facilité, d'ignorance ou de peur. Oui, les piliers de l'obscurantisme. Bref, fermons cette parenthèse. Alors, mystère? Pas mystère? Eh bien, probablement petit mystère très amplifié. Il est en effet très probable qu'un événement inhabituel soit arrivé dans un caveau, quelle qu'en soit la cause, et la population locale, très superstitieuse, ait vu là une preuve du mauvais œil, ou un acte du démon. Il est aussi possible que l'histoire que je vous ai rapportée soit un regroupement de petits incidents arrivés dans différents cimetières à cette époque, qui auraient été peu à peu compilés pour en faire une légende locale. Enfin, il existe aussi une théorie du complot maçonnique, apparemment portée par Joe Nickel, sur laquelle vous tomberez peut-être si vous continuez votre enquête sur le sujet, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, et je vous laisse seul juge. N'hésitez pas à débattre ou à poser des questions dans les commentaires, cette chaîne est là pour ça et je vous répondrai autant que je le peux. Ce premier épisode est à présent terminé, merci d'être resté jusqu'à la fin et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à pouce-vériser la vidéo et surtout à la partager à vos amis. Je suis toujours à la recherche de nouveaux membres d'équipage pour notre odyssée. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer l'épisode 2. Si au contraire vous avez noté des défauts, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou par message privé pour que je puisse m'améliorer, c'est le plus important. En attendant la suite, gardez votre esprit ouvert mais affûté. Capitaine Etanine à station, nous sommes parés au départ. J'espère que vous êtes confortablement installés, en mettant le cap sur l'inconnu.